Seconde partie de Paris-Jaffa, rebonsoir. Les 35 heures, tu ne toucheras pas. L'égalité entre femmes et hommes, tu favoriseras. Aucun mineur, tu n'embaucheras. Le CDI, tu proposeras. Voilà quelques-uns des 61 commandements que Robert Badinter, Antoine Lyon-Caen, notre invité, et évidemment les autres membres de la commission, ont défini dans un code du travail idéal. Manuel Valls a apprécié. Julia Ganancia. C'est le premier acte de la réforme du droit du travail annoncé en 2015 par le gouvernement. Ce lundi, Robert Badinter a remis à Manuel Valls un rapport qui dégage les 61 principes essentiels sur lesquels s'appuiera le nouveau code du travail. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi sans toucher aux acquis sociaux comme les 35 heures, c'est l'objectif du futur code du travail. Pour nous, assurer à la femme et à l'homme au travail, aux salariés, à tous ceux, à tous les niveaux qui participent à la création de richesses dans l'entreprise, le respect de leurs droits fondamentaux et notamment, je dirais même particulièrement de leur dignité, c'est la première exigence du droit du travail aujourd'hui et demain. Compensation des heures supplémentaires et durée légale du travail figurent parmi les principes essentiels énumérés dans le rapport. Un rapport qui réaffirme aussi la place du CDI et le principe du salaire minimum. Le Premier ministre Manuel Valls a exclu d'abandonner la majoration des heures supplémentaires réclamée par son ministre de l'économie. Il indique que la durée légale du travail, aujourd'hui de 35 heures, figurera dans le préambule du futur code du travail. Il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Mais les divergences entre Emmanuel Macron et Manuel Valls sur les 35 heures continuent. Quelques heures après l'intervention du Premier ministre, le ministre français de l'économie a réitéré son offensive sur les heures supplémentaires et les 35 heures. Le rapport doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. David Lehmann, bonsoir. Bonsoir. On le voit bien, la commission présidée par Robert Badinter a voulu dépasser les clivages traditionnels droite-gauche, mais on attend le débat, évidemment, au moins sur les 35 heures. Voilà, alors c'est un chantier majeur, cette réforme du Code du travail, l'une des toutes dernières d'ailleurs du quinquennat de François Hollande. Forcément, on touche à des thèmes sensibles et c'est sans doute ce qu'a voulu anticiper cette commission Badinter, avec donc des principes maintenant gravés dans le marbre. On l'a vu, le CDI, le salaire minimum et la durée légale du travail. L'idée étant de simplifier ce Code du travail, on va le dire, ultra complexe, plus de 8000 articles, donc plus de souplesse aux entreprises pour négocier leur organisation de travail avec les syndicats. Alors ce qu'on peut dire de ce rapport quand même, comme d'ailleurs du discours de François Hollande la semaine dernière, c'est qu'il y a quand même une marge de manœuvre, notamment sur ce point précis de la durée du travail et de la majoration des heures supplémentaires, qui a fait croire à Emmanuel Macron que c'en était fini des 35 heures, qui a fait dire l'inverse juste après à Manuel Valls et qui fait craindre aujourd'hui aux syndicats une remise en cause réelle de la durée légale du travail. On va les écouter, l'un d'entre eux d'ailleurs, écoutez. Est-ce que demain, le Code du travail, par exemple, ça va être la durée légale du travail est de 35 heures, toutes les heures supplémentaires devront être majorées, point. Et on ne dit pas à combien. Et on renvoie à la négociation d'entreprise le taux de majoration des heures supplémentaires. Ça pourrait être 3%, 4%, 5%, 10%, 12%, ce qui non seulement accroîtrait les inégalités entre les salariés, mais contribuerait à remettre en cause la durée légale du travail. Voilà, évidemment, c'est sur cette question de la durée du travail que la gauche se divise aujourd'hui, y compris au gouvernement. On sent bien qu'on est aux frontières entre idéologie, pragmatisme et surtout l'urgence des 35 heures. Plus grand monde ne conteste qu'elles sont un frein à la compétitivité de la France. N'oublions pas qu'elles ont quand même été instaurées en 2000. La France, à l'époque, faisait 4% de croissance, l'âge d'or un petit peu des années Jospin, avec en plus un net recul du chômage. Et aujourd'hui, on le sait, Paul, les choses ont totalement changé, se sont totalement inversées. Merci beaucoup, David. Et l'on va rejoindre en direct de Paris notre premier invité de cette seconde partie de Paris-Jaffa, Antoine Lyon-Caen, bonsoir. Vous êtes professeur à Nanterre. Bonsoir, Paul Amar. Vous faites partie de cette commission présidée par Robert Badinter. Vous avez d'ailleurs coécrit avec Robert Badinter au printemps dernier un livre, Le travail et la loi, qui manifestement a inspiré votre rapport. Je reprends les deux termes employés par David Lehmann à l'instant. Entre idéologie et pragmatisme, vous choisissez lequel, Antoine Lyon-Caen ? Ni l'un ni l'autre, parce que le travail qu'a fait ce comité, c'était de dégager quels étaient les piliers du système de travail en France. Et donc, il s'agissait plutôt de montrer sur quelle fondation on doit ou on peut reconstruire, rénover le Code du travail. Donc, ce n'est ni idéologique, parce que nous avons essayé de dégager
en toute honnêteté ces piliers. Et ça n'est pas non plus pragmatique au sens courant du terme, parce qu'il faudra évidemment, sur la base de ces principes, que des déclinaisons soient arrêtées par la loi ou par des accords collectifs. Alors très concrètement, sur les 35 heures, vous avez entendu à l'instant Jean-Claude Maillet, est-ce que vous le rassurez sur ce point, ou est-ce qu'il y a une sorte de flou artistique sur la durée légale du travail? Non. Non, dans notre esprit, il n'y a aucun flou. Les chiffres ne constituent pas des principes. Donc 35, 32, 37, ce sont, selon les périodes, des manières de fixer la durée légale du travail. Ce que nous réaffirmons, c'est qu'il y a dans notre système l'idée que la durée normale du travail est fixée par la loi. Ensuite, c'est au Parlement et au gouvernement de prendre leurs responsabilités. Et ensuite, nous ajoutons que toutes les heures effectuées au-delà de la durée normale donnent lieu à compensation. Ça, c'est le principe. Ensuite, il y a des déclinaisons que la loi devra apporter, ou apporte déjà, et les accords collectifs aussi. Voilà, en tout cas, les fondations de notre système. Alors, à propos de fondation, je reprendrai volontiers une phrase qui était de vous. Le droit du travail, c'est une forêt obscure pour initiés ou pour spécialistes. Combien d'arbres, combien de branches mortes avez-vous dû abattre pour que la lumière entre dans cette forêt et devienne une clairière? C'est une très belle image. Et nous avons dégagé en 61 articles, ce n'est pas beaucoup, les fondations, les principes de notre système. Bon, maintenant, nous savons tout à fait que ces principes ne sont pas à eux seuls tout à fait suffisants. Il faut qu'ils soient déclinés, c'est-à-dire qu'on trouve les moyens de les mettre en œuvre. Et ça, ce sera pour partie la loi. Il y aura, comme l'a annoncé d'ailleurs le Premier ministre et la ministre du Travail, une commission de refondation du Code du travail. Et puis, il y aura les accords collectifs, le partage se faisant selon des modalités que la loi fixera. Mais vous insistez sur le fait quand même que la loi ne devra plus être contraignante comme elle l'est jusqu'à présent. Non, mais c'est-à-dire que quand on est d'accord sur les principes, c'est beaucoup plus facile d'être simple sur les modalités de déclinaison de ces principes. Dès lors qu'il y a un consensus, et le comité est arrivé par consensus à dégager ces principes, dès lors qu'il y a un consensus sur les principes, il y a beaucoup plus de facilité à aller vers des choses, des architectures beaucoup plus dépouillées, beaucoup plus simples. Mais vous imaginez voilà oui. disons oui. Vous imaginez le reproche que la gauche de la gauche va faire de nouveau à Manuel Valls et à François Hollande. Avec ce rapport, le gouvernement actuel s'éloigne encore un peu plus de la gauche parce que l'État sera forcément moins directif et qu'il privilégiera la négociation entre partenaires sociaux. Oui. Non, mais d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est de quels principes nous avons réussi à dégager l'essentiel. Ces principes mettent au cœur du droit du travail la personne du travailleur, ses droits, ses libertés. Et donc, c'est un code qui est pétri aujourd'hui, qui devrait l'être, par la considération de la personne du travailleur. C'est très important parce que ça veut dire que dans les déclinaisons, la dignité du travailleur, la vie privée du travailleur ne pourront jamais être foulées aux pieds. Dans toutes les déclinaisons, que ce soit dans des lois ou que ce soit dans des accords collectifs. Vous dites travailleur, vous ne dites pas salarié, ça va plaire au Parti communiste. Merci beaucoup Antoine Lyon-Caen pour cette explication de texte. Les autres événements de la journée vus par David Klezewski. C'est notre toute image. La Chine à la conquête des mers, exercice militaire dans le golfe d'Aden, face à la Somalie où croisent de nombreux pirates de la mer. Avec la création prochaine d'une nouvelle base navale permanente à Djibouti, Pékin veut accroître ses moyens d'action sur les routes maritimes sensibles à travers le globe. Hommage et marche silencieuse à Ouagadougou en présence d'officiels et de plusieurs centaines de personnes vêtues de blanc. L'attentat islamiste du 15 janvier avait coûté la vie à près de 30 personnes. L'appel aux États-Unis où les travaux de déblaiement ont commencé après la tempête de neige. Et la couette à Hong Kong, peu habituée à des températures aussi froides. Les 7 millions d'habitants de la région ont dû constater un thermomètre à près de 3 degrés. Le précédent record date de février 1957. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes perdent une bataille. La justice a décidé leur expulsion du terrain. Mais un délai à 8 familles a été accordé. La décision n'a pas été assortie de contraintes financières. Une mesure qui aurait été disproportionnée pour des familles qui ne disposent que de revenus modestes selon les juges.
Dernier adieu à Michel Touronnier. Obsèques ce lundi à l'église de Choisiel. Il a été enterré au cimetière juste derrière chez lui, sous un arbre qu'il avait lui-même choisi. Âgé de 91 ans, il s'était rendu célèbre, entre autres, pour le Grand Prix du roman de l'Académie française avec Vendredi ou les limbes du Pacifique en 1967. Visiter Paris en 2 chevaux électriques, c'est désormais possible. Alliance de la tradition française et du high-tech, elle ravira les nostalgiques, ne pollue pas, avance en silence et donne une nouvelle jeunesse à cette voiture qui affiche au compteur plus de 70 ans d'existence. Et l'autre événement qu'on ne peut pas ignorer, même à 3000 km de Paris, c'est le retour tant annoncé de Nicolas Sarkozy, livre en bandoulière, Éléonore Veil. Et oui, c'est le grand retour de Nicolas Sarkozy. En 2 jours, il est partout. Hier soir, dans 7-8 sur TF1. Et puis aujourd'hui, la sortie de son livre en librairie. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce changement de ton? Pourquoi maintenant? D'abord parce qu'il faut rappeler que Nicolas Sarkozy est au plus bas dans les sondages en France. 74% des Français pensent qu'il est incapable de changer. Peut-être aussi que Nicolas Sarkozy garde en mémoire le succès de son dernier livre, Témoignages, en 2006, qui avait été un véritable best-seller. Témoignages qu'il avait peut-être porté également à l'élection de 2007, qu'il avait remporté. Alors, coup de com', sûrement. Intention sincère de renouer avec les Français, peut-être aussi, mais avec humilité, puisque quand la question de la présidentielle se pose, voilà ce qu'il répond. La question de ma candidature ou de pas ma candidature, c'est pas une question automatique. Les semaines et les mois qui viennent vous donneront la réponse, bien sûr. Je vous la repose autrement, je la pose comme Arlette Chabot l'avait posée à Jacques Chirac à l'époque en face de Balladur. Est-ce que vous envisagez de renoncer? Est-ce que vous pourriez jeter l'éponge s'il fallait? Non, c'est pas comme ça que ça se présente. Je n'irai que si c'est utile, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, encore une fois, l'accueil sur ce livre, l'intérêt apparemment que vous manifestez pour ce qu'il y a dedans, montre quoi? Qu'il y a encore de l'eau qui sort de la source. Et oui, c'est là tout l'enjeu de cette campagne, alors que son livre, donc La France pour toujours, sort aujourd'hui. La question qui se pose, c'est est-ce que la France a toujours envie de Nicolas Sarkozy? Et rien n'est moins sûr, à en croire les audiences d'hier soir, pas vraiment, seulement 22% d'audience, soit moins que la semaine d'avant, à la même heure, dans la même émission. Et puis, dans la course aux primaires également, Sarkozy arriverait en tout cas loin derrière Alain Juppé, 45% pour Juppé, 21% pour Sarkozy. Il faut noter que Sarkozy a quand même réussi un exercice difficile. Il est apparu plus calme, plus humble, plus sobre. Il a accepté les critiques. Oui, Sarkozy n'est plus le même, mais quand même, les critiques, il les tourne à son avantage, un petit peu comme un entretien d'embauche ou à la question « Quels sont vos défauts ?» La réponse est « Je suis trop perfectionniste ». Merci Éléonore. Il y a quelques années, Rachid Arabe aurait commenté avec gourmandise ce retour simulé ou pas, de Nicolas Sarkozy. Mais là, nous allons l'avoir en direct de Paris sur un autre sujet, qui a un lien d'ailleurs avec le livre de Nicolas Sarkozy, puisqu'il porte sur la France. Bonsoir Rachid Arabe. Bonsoir Paul. Ravi de vous retrouver, vous à Paris, moi-même à Jaffa, et vous êtes là, ancien membre du CSA, toujours journaliste, pour nous présenter votre dernier livre écrit à 4 mains, 4 nuances de France avec, allez-y, dites-nous. Ils apparaissent, les co-auteurs, Xavier Driancourt, qui est Xavier, Karim, Nasser. Je voulais donner les noms de famille également. Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France en Algérie, inspecteur général du Quai d'Orsay à Paris aujourd'hui. Nasser Safer, qui a été très longtemps sans papier en France, qui était venu de son Algérie natale, qui a été régularisé depuis. Et Karim Bouassoun, qui est un jeune Français né dans la banlieue, qui est un musulman pratiquant. Et à 4, nous avons voulu dessiner ce que j'ai appelé les nuances de France, c'est-à-dire la capacité de dialoguer à 4 sur un pays qui nous est commun. Voilà, et qui vous est très cher, aux 4. Et ce livre a ce mérite, moi je l'ai lu ce week-end, de balayer les idées reçues et les clichés qui courent sur une certaine communauté de France. Vous-même, votre cas est très intéressant. Il y a une magnifique anecdote sur le jambon de Parme.
Oui, c'est Xavier Driancourt qui la raconte dans un des chapitres qu'il me consacre gentiment. Il raconte que j'étais invité en tant que membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel à un déjeuner dans un ministère français. Et au moment de l'entrée, tous les convives ont eu droit à du melon au jambon, sauf moi qui n'ai eu que du melon. Et voilà, parce qu'on a supposé que forcément, Rachid Arabe était forcément musulman, alors que vous êtes parfaitement, et vous le dites, et vous l'assumez, agnostique. Agnostique, peut-être même athée parfois. Et c'est, au-delà de l'anecdote, Paul, ce qui m'a paru intéressant, c'est que nous avons fait un travail sur qui donne votre identité. En fait, on se rend compte que dans les tourments de la France actuelle, une partie du problème tient au fait que ce sont les autres qui donnent l'identité des Français, quelle que soit leur origine. Et ce que nous avons voulu faire dans ce dialogue à quatre, c'est assumer nos origines, mais aussi participer à ce bien commun que nous avons en partage, qui est la France. Avec un passage très émouvant, la référence à Ernest Renan sur l'idée de nation. Et tous quatre, avec des origines très différentes, avec des postures aujourd'hui professionnelles, sociales, culturelles, très différentes, vous manifestez votre adhésion, votre attachement à cette France républicaine, et aujourd'hui plurielle. Et Ernest Renan avait une formule choc, je trouve. Il disait « La nation, c'est un plébiscite du quotidien ». Eh bien, c'est ce que nous avons voulu faire à quatre, montrer qu'en dehors des grands débats politiques, médiatiques, quatre citoyens, quatre personnes qui ont des fonctions pour les uns et pour les autres, mais qui n'ont pas d'autre intérêt que de partager et de défendre leur pays, eh bien ces quatre personnes-là peuvent montrer que dans leurs différences, Paul, et c'est ce qui est important, dans leurs différences, ils peuvent assumer d'avoir un bien commun qui est la nation. Alors justement, dans cette déclaration d'amour que vous faites à la nation, il y a quand même une angoisse sourde qui court tout au long du livre, c'est une angoisse sur l'identité même du pays, ce vivre ensemble qui est aujourd'hui menacé par ce nouveau terrorisme. Et cette France plurielle qui est aujourd'hui en péril en quelque sorte. Avec une question, Paul, que j'ajoute au vôtre. Est-ce que nous pourrions encore écrire ce livre? Ce livre a commencé d'être écrit avant janvier 2015, avant les premiers attentats. Nous avons continué, bien évidemment, après les derniers attentats de novembre dernier. Nous avons continué de nous parler. Nous avons tout à fait réussi à nous parler. Mais une des questions sous-jacentes, et j'espère que la réponse est positive, est-ce que ce pays, la France, est capable de continuer d'échanger, de dialoguer avec, vous le disiez à juste titre, ces menaces, les menaces terroristes et les menaces extrémistes en règle générale? Est-ce que nous pouvons continuer de nous parler? Nous avons voulu faire la preuve qu'avec quatre profils différents, quatre histoires différentes, quatre futurs peut-être même différents, nous avions réussi à nous trouver le temps d'un livre pendant une année, des points communs. Et nous essayons maintenant de transmettre, je l'espère, à d'autres l'envie d'avoir ce dialogue au quotidien. Ce n'est pas un dialogue de politiciens, encore une fois, c'est un dialogue qu'on peut avoir entre amis, entre personnes qui se respectent tout simplement. Merci beaucoup Rachid Arabe. Je rappelle le titre de votre livre, 4 nuances de France, et à très bientôt à Jaffa ou à Paris. Le sujet suivant d'ailleurs vous intéressera, Rachid, situation à front renversé. La France, pays en paix, mais forte tension, nous en parlions. Le Proche-Orient, région en guerre, nous en parlions aussi, et tentative de rapprochement entre communautés. Regardons l'extrait, communauté juive et arabe. Regardons l'extrait d'un reportage diffusé ce soir sur I24 News et présenté par Sarah Gaudron. Si on regarde les lois de Nuremberg, quels sont les éléments qui nous indiquent de la discrimination? Elles interfèrent dans la vie intime, dans les choix personnels, comme par exemple sur le choix de la personne avec qui se marier. Les secteurs religieux, économiques, sociaux et culturels ont été transformés pour atteindre un pic de racisme une fois qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, l'actuelle et les futures générations de jeunes Arabes israéliens connaîtront la Shoah. Car depuis 2011, la Shoah est devenue un enseignement obligatoire et depuis 2014, elle est aussi un thème présent au baccalauréat. Depuis ma naissance, j'entends parler de la Shoah, mais parce que nous en avons juste entendu parler et qu'on ne l'a pas vraiment compris, ça a créé une forme de résistance. Il y avait des rumeurs que ça n'était jamais arrivé, que c'était impossible, que c'était un bluff pour avoir une raison de venir en Israël. Il y avait tellement de rumeurs comme celle-là.
Comment il décrit les Juifs ici? Il y a un mot très important. Ils étaient détestés et discriminés. Ils n'étaient même pas considérés comme un groupe ethnique, mais comme un type de race à part. Excellent. En tant qu'Arabes, nous faisons aussi partie de l'ethnie sémite, car les Juifs et les Arabes font tous deux partie du groupe ethnique des Sémites. Si nous avions vécu en Allemagne à ce moment-là, ce qui est arrivé aux Juifs aurait aussi pu nous arriver. J'ai beaucoup de solidarité pour les Juifs à cause de la tragédie qu'ils ont vécue. Dr Tarbed Abouras est professeur en géopolitique à l'université Ben Gurion. À l'instar de ses collègues juifs et arabes du Fonds Abraham qu'il dirige, le professeur Tarbed n'a aucun doute. La coexistence des deux peuples ne passera uniquement par une connaissance de l'histoire et des souffrances de l'autre. Je pense que tous les Arabes devraient visiter Auschwitz et apprendre. Et d'après moi, pas seulement les Arabes, mais tous les êtres humains. Je suis revenue de ce voyage, je suis restée 1 mois au lit, vraiment malade et complètement bouleversée de l'intérieur. J'ai commencé à nouveau à réfléchir, après ce que j'avais vu, l'horreur et l'inhumanité, comment un humain peut faire une chose pareille à un autre être humain. Quand j'étais à l'université hébraïque, j'ai dû préparer un mémoire dans le cadre d'un séminaire. Alors j'ai proposé de le faire sur la Shoah qu'ont subi les Juifs en Europe. Et le professeur est venu me voir à la fin du cours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive de vouloir faire un travail sur la Shoah? Tu es arabe? Je pense que c'est important que les Arabes commémorent le jour de la Shoah de la même façon qu'ils veulent que les Juifs aussi reconnaissent leur souffrance. Et ici, je voudrais évoquer le thème de la Nakba. Et je pense qu'il n'y a ici aucune comparaison possible. La Nakba est un traumatisme local que les Palestiniens ont traversé en 1948 et qui mérite d'être marqué. La Nakba doit être étudiée et être étudiée aussi par la population juive. C'est important pour les relations judéo-arabes. C'est important pour les relations entre majorité et minorité en Israël. Très beau reportage de Yoraï Lieberman. Il vous sera proposé à 21h10 par Sarah Gaudron, après le 20h évidemment de Jean-Charles Banoun. Nous avions commencé ce Paris-Jaffa en évoquant la violence en Cisjordanie notamment, où 2 femmes ont été blessées par 2 terroristes qui les ont attaquées au couteau. L'une des femmes d'ailleurs est assez grièvement blessée. Les 2 terroristes ont été abattus par la police israélienne. Et nous terminons malheureusement ce Paris-Jaffa toujours en évoquant la violence, mais cette fois en France. Je serai extrêmement prudent évidemment. On ne connaît pas la nature de cette violence, mais on a appris à l'instant que des coups de feu ont été tirés dans un centre commercial d'Avignon, le centre Cap Sud, très bien connu. Un homme a été tué, un autre a été grièvement blessé. Des coups de feu auraient été encore entendus ce soir, mais encore une fois, grande prudence. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un acte simplement de criminalité, avec tout de même un mort et un blessé grièvement, ou s'il s'agit d'un acte terroriste. Évidemment, à 20h précisément, heure de Paris, Jean-Charles Banoun prendra l'antenne sur I24 News et vous donnera d'autres informations, aussi bien sur cette violence d'Avignon, France Sud, que sur cette violence de Cisjordanie, où 2 femmes israéliennes ont été blessées ce soir par 2 terroristes qui, en voulant s'échapper de l'implantation, ont été abattus par les policiers israéliens. Bonne soirée sur I24 News. N'oubliez pas, reportage 21h10, à demain 19h et Banoun dans quelques instants. Au revoir.